Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 30 mai 2018, voici la une du journal. L'implication des chefs traditionnels dans la vie politique nationale à travers les 10 régions, ils appellent à la paix, à l'unité et à un soutien massif derrière le chef de l'État. Décryptage en tête de ce 20h30, le rédacteur en chef Aimé Robert Bina sera sur ce plateau. L'implication des éditeurs de presse du Cameroun pour sauver le secteur en crise. Le mémorandum de la Fédération au gouvernement sera évalué dans la grande enquête de la rédaction. L'implication du tribunal arbitral du sport dans la crise de l'olympisme africain qui vient trancher en faveur de Kalkaba Malboum. Première réaction du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il sera sur ce plateau vers la fin du journal. Voilà pour les titres. C'est l'un des signes de la vivacité de la décentralisation en marche au Cameroun, l'implication de plus en plus accrue des chefferies traditionnelles dans la vie nationale. On les entend appeler à la paix et à l'unité au sujet de la crise dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi à travers leur prise de position pour un autre septennat du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Avant d'accueillir le rédacteur en chef Aimé Robert Bina sur le plateau, Séverin Alégambélé décrypte d'abord le sens de ces déclarations des chefs traditionnels. La mise à jour du fichier en cours au ministère de l'administration territoriale indique qu'au Cameroun, il y a 13 536 chefferies traditionnelles. Des entités qui ne sont ni des circonscriptions administratives, ni des collectivités territoriales décentralisées, mais des entités jouant le rôle de relais de l'administration centrale auprès des populations. Les chefs traditionnels, ces derniers mois, prennent position sur les sujets d'actualité qui animent la vie de la nation. Sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par exemple, dans les différentes assemblées, les points de vue sont assez clairs. Nous, le chef traditionnel du nord-ouest, on a renvoyé le ministre de l'administration territoriale pour dire au chef de l'État qu'on n'est pas pour les sécessionnistes. On n'est pas là. Nous veillons à ce que tout Camerounais puisse se sentir Camerounais partout. Au plan politique, au regard de l'évolution institutionnelle dans notre pays, les notabilités traditionnelles élues par leur père devront, le moment venu, siéger au sein des conseils régionaux. Il n'est donc pas surprenant de voir s'organiser des marches de soutien, d'entendre des appels venant du commandement traditionnel indiquant clairement le sens du choix. Les autorités traditionnelles Sawa invitant le chef de l'État, M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale. Il nous revient, à nous les chefs traditionnels, de se mettre debout pour être aux côtés du chef de l'État. Les chefs traditionnels ne se contentent pas d'appeler le président Paul Biya à se porter candidat à la magistrature suprême. Ils évoquent en amont des arguments de droit. Nous vivons en paix. D'autres pays voisins sont dans des perturbations. Tout ce qui se passe, il remet à la loi. Nous n'avons qu'une parole. Quand on l'a donnée, on ne la retire pas. Ça amène les chefs traditionnels à mobiliser davantage leur population pour des inscriptions sur les listes électorales, aller voter pour le président Paul Biya pour qu'il poursuive son travail. L'effet multiplicateur des opinions des chefs traditionnels n'est pas à négliger. Comme bien d'autres catégories sociales, le chef traditionnel a une voix qui compte. Bonsoir Aimé Robert Bina. Bonsoir Adèle. Alors, quelle lecture faut-il faire de ces déclarations de soutien indéfectible au président de la République par les dignitaires traditionnels à travers les 10 régions du Cameroun? Mais je crois, Adèle, avant de répondre directement à votre question, il est bon de faire d'abord un devoir de mémoire par une petite leçon d'histoire. C'est important. Car il faut rappeler que c'est avec des dignitaires traditionnels que nous devons la création juridique et la reconnaissance internationale du Cameroun par le biais du traité Germano-Douala du 12 juin 1884. Et très vite, les chefs Douala vont se brouiller avec leurs protecteurs allemands lorsque l'appétit pour l'État camerounais se fera exorbitant. Rudolf Douala
Douala Mangabel s'oppose donc frontalement à l'expropriation des populations. Cette bravade lui vaut une condamnation à mort par pendaison le 9 août 1914. Douala Mangabel se pose ainsi comme l'un des premiers nationalistes camerounais. Comme lui, d'autres chefs traditionnels auront défié la puissance coloniale. Il en est ainsi du stratège Ngba Bisogo qui se rebelle à Yaoundé contre les travaux forcés, ou encore le leader Mbartois qui inflige à une colonne allemande une défaite mémorable à Bertois à l'orée des années 1900. On peut aussi évoquer la résistance du sultan des Mandara à l'occupation occidentale. 2 décennies plus tard, c'est le 18e roi de la dynastie des Bamoun qui refuse la dépossession du pouvoir traditionnel organisé par le lieutenant français Presta qui dirige alors la subdivision administrative de Fumban, le sultan Ibrahima Ndjea qui refuse de se soumettre et finalement destitué et contraint à l'exil à Yaoundé par le commissaire Marc Chang le 5 avril 1931. Le grand-père de l'actuel sultan meurt à Yaoundé le 30 mai 1933 à 66 ans sans avoir rien cédé à ses oppresseurs. Adèle, on le voit à travers ces destins exceptionnels qui montrent et démontrent que les dignitaires traditionnels ont les premiers revêtu le manteau de nationalistes camerounais bien avant l'émergence des figures politiques Ruben Umeyobe, Amadou Ahidjo, John Goufontia, Enes Wandje ou encore André Marimbida. C'est dire que dans cette tradition qui se perpétue de génération en génération depuis plus d'un siècle, il faut s'arrêter devant la prise de position des chefs traditionnels qui font donc tous chorus pour l'unité du Cameroun. Il faut entendre leur majesté qui apporte leur soutien sans faille au chef des chefs, au fond des fonds, le Nomgui Paul Biya. De ce rappel historique, Aimé Robert Biyina, à l'actualité, que valent donc ces prises d'opposition des chefs traditionnels aujourd'hui? Peut-on les prendre au pied de la lettre? Cette prise de position ont tout leur sens et leur puissance, car encore une fois, la tentation est grande de faire comme les autres, de céder à toutes les sirènes hurlantes de la mondialisation, où tout n'est pourtant pas bon à prendre, où il convient de s'asseoir au banquet du donner et du recevoir en conservant son ADN, car à force de tout copier, notre patrimoine tend à se vider, à s'épuiser, à s'étioler, au risque de se retrouver dans une société improvisée, pour parler comme Balandier. Alors dans ce contexte où nous recherchons le fil de notre identité collective et narrative, il est temps de réhabiliter nos traditions, d'écouter les gardiens de nos traditions, d'articuler dans la construction nationale en nous réconciliant avec les richesses culturelles et traditionnelles, avec les faunes, avec les lamibés, avec toutes les dignités traditionnelles. Écoutons donc nos chefs, Adèle, dans ces quêtes de camerounité dans l'unité. Derrière le Nomgui. Absolument. Merci, Aimé Robert Biyina. Ouvrons donc dans votre suite la grande enquête de la rédaction, coup de projecteur ce soir sur le mémorandum adressé au gouvernement par la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. Les acteurs de ce secteur de la presse écrite en crise proposent la création d'un compte d'affectation spéciale et puis l'adoption d'une loi pour l'aide publique à la presse privée. Comme des solutions de sortie de crise, que valent ces propositions? Seront-elles à même de sauver la presse écrite aujourd'hui? Éclairage dans cette enquête que signe Lucrèce Modou-Ndjemba. Face au naufrage de la presse écrite, les éditeurs font la course vers les bouées de sauvetage. Elles tiennent principalement à une meilleure répartition de la commande publique dans les tabloïds. Je vais prendre l'exemple du ministère des marchés publics, là où il y a une manne d'un demi-milliard à dépenser pour la publication des appels d'offres, mais qui bénéficie à un seul quotidien camerounais. Il est important que l'ensemble de la commande publique dans les médias ne soit plus faite comme ça. Le discours que nous avons ne devrait pas nous pénaliser. Sauf que les annonceurs publics et privés tiennent compte des postures éditoriales. Une entreprise, surtout une entreprise publique, ne saurait faire abstraction du contenu éditorial. Il est hors de question qu'on appartienne à un bord et qu'on favorise jusqu'à donner le bâton à celui qui est contre ce bord. Et quand bien même cette commande publique est faite, c'est aux entreprises de presse d'en suivre le paiement. Il faut un suivi de la facture par des équipes qui sont mises en place, qui doivent se déployer auprès de ces administrations, suivre ces paiements. Et il faudrait que ces entreprises s'assurent qu'elles sont en bon terme sur le plan administratif, sur le plan fiscal.
Viennent alors les questions liées au tirage et à la distribution. Il y a des éléments qui sont liés, donc, comme je le dis, à la qualité du produit. Il y a la capacité pour ces médias-là à atteindre effectivement les cibles qui sont visées. Il faut bien que le nombre de tirages soit intéressant. Plus il est grand, plus on est appelé à aller communiquer de ce côté-là. Où le bas blesse même à la fin, c'est un problème de distribution. On va même bien faire, mais qui va distribuer? Est-ce qu'on va suffisamment distribuer? Objet de querelle, le glas de l'adossement de l'aide à la presse privée au budget du ministère de la Communication devrait sonner. Il est souhaitable que l'appui aux médias privés ne soit plus un appendice du budget du ministère de la Communication, mais que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Bien au fait des difficultés de la presse écrite au Cameroun, la tutelle fourmille elle aussi d'idées pour la viabiliser. En 2012, il y a des états généraux de la communication qui ont adressé toutes ces questions. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. C'est peut-être à ces conditions-là que la presse écrite pourrait sortir la tête de l'eau au Cameroun. Bonne nouvelle tout de même pour l'un des ténors de cette presse écrite camerounaise, le quotidien de l'économie qui avait annoncé le 16 mai dernier la mise en congé technique de la rédaction suite à des tensions de trésorerie sera de nouveau disponible en kiosque dès le prochain mois de juin. La saison des pluies se prolonge au Cameroun et les buses sur l'axe Yaoundé-Douala appellent la plus grande attention. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, évaluait ainsi le remplacement de certaines de ces buses sur le premier tronçon de cette nationale numéro 3. Retrouvons dans sa suite notre reporter Rodrigue Bertrand-Tchenou. De jouvence sur la route Yaoundé-Douala. Les bus, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, sont en train de prendre le chemin de la retraite. La relève ne sera plus en aluminium ou en fer, mais plutôt en béton armé, matériau constitutif des 18 dallos à construire sur la portion Yaoundé-Pont-Doupé, 106 km. Sur les 18 bus, nous avons déjà engagé 10 et il y en a 4 qui sont presque à achèvement. Les 6 autres sont en cours d'exécution. Le ministre des Travaux publics, flanqué du secrétaire d'État, est venu apprécier le chemin déjà parcouru. Belle opportunité pour les responsables des travaux de présenter les difficultés. Nous avons les riverains qui se sont installés sur l'emprise des travaux. La deuxième difficulté, nous avons la présence des réseaux, Camtel, Eneo, C2 et Colco. La troisième difficulté, elle est un peu financière, donc il y a des retards dans les paiements. La nationale numéro 3 étant un véritable nerf jugulaire pour l'économie nationale et sous-régionale, des mesures ont été prises pour ne pas perturber le trafic. Avant d'interrompre la circulation, nous avons d'abord la construction des déviations qui sont réceptionnées. Et lorsque nous interrompons dans la circulation, nous dirigeons le flux des véhicules sur la déviation. Par ces travaux, les pouvoirs publics tiennent une promesse, que ne se répète plus sur cet axe une coupure comme celle de novembre 2016 à Magnagne. Sur les chantiers de la relance économique, le Cameroun et l'Union européenne tenaient ce mercredi, la 4e session de leur comité de pilotage sur les finances publiques. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Hans-Peter Schadek, ont ainsi supervisé ensemble l'élaboration du plan des réformes 2019-2021. Le compte-rendu des travaux, Marie-Laurence techniques et financiers, membres de la société civile, membres du gouvernement et secteur privé ont fixé un cadre de partenariat et ont échangé sur les différents chantiers de réforme des finances publiques engagés qui démarrent en 2019 et vont se poursuivre jusqu'en 2021. La transposition des directives dans le cadre juridique interne reste vraiment la réforme majeure qui va redynamiser l'ensemble du système de gestion des finances publiques. Les avant-projets de loi ont déjà été préparés. La CEMAC a donné l'avis de non-objection. L'optimisation de la gestion budgétaire, le compte unique du trésor, la modernisation du système de gestion de la trésorerie, la gestion
de la solde et de la masse salariale, notamment la redynamisation du projet SIGIPES 2. Toutes ces réformes doivent continuer à être impulsées. Déjà, les perspectives économiques pour l'exercice 2019 sont meilleures qu'en 2018, selon les déclarations du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé. Ces dernières permettent d'entrevoir un taux de croissance réel du produit intérieur brut d'environ 4,5%, un taux d'inflation de 2% et un déficit budgétaire de 3,2% du PIB. Ce qui permet au Cameroun de rester sur la trajectoire des objectifs de croissance et d'emploi définis dans le DSCE. Le point du baccalauréat général 2018, tout va pour le mieux à ce deuxième jour des épreuves écrites. Dans la région de l'extrême nord, le secrétaire d'État aux enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal était hier mardi à Mora dans le Mayo-Sava. Boniface Bayaola est allé évaluer l'effectivité du démarrage des épreuves. Le compte rendu, Bakary Galdima à Mora. C'est au lycée classique de Mora, l'un des sous-centres écrits du baccalauréat général dans le Mayo-Sava, que le top départ des épreuves a été donné. Concentration totale pour les 509 candidats qui sont repartis dans 12 salles de classe. Parmi eux, une quarantaine d'élèves déplacés des lycées de Limani, Kirawa et Kolofata qui composent dans le calme et la sérénité. Les épreuves se déroulent pour le moment bien. Ça n'a pas été difficile en tant que tel. L'épreuve de philosophie était abordable pour moi. Et je ne sais pas comment, j'attends ce que Dieu va faire. C'est dans cette ambiance empreinte de confiance en soi et d'espoir pour les candidats que le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal s'est rendu à Mora. Boniface Bayaola, satisfait du déroulement des épreuves de la première journée du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et de l'attitude des candidats déplacés, fait cette annonce. À la rentrée prochaine, avec la paix retrouvée, le lycée de Limani et le lycée de Kerewa vont réouvrir leurs portes. Il est donc important que nous prenions des mesures pour réfectionner les salles de classe qui avaient été abandonnées pendant 3 ans et avaient subi quelques dégâts. Ce mercredi, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal met le cap sur Koza dans le Mayo-Tchanaga pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les candidats déplacés des lycées de Mozogo et Douzal affrontent aussi les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. L'IAI s'ouvre de nouveaux horizons. L'Institut africain d'informatique et l'École supérieure d'ingénieurs de Dijon en France viennent de signer un accord de partenariat. C'était lundi dernier ici à Yaoundé. Et selon les termes du document, un master en sécurité des systèmes numériques pour les filières télécom et systèmes des réseaux sera ouvert à Yaoundé dès le mois de novembre prochain. Le compte rendu, Laetitia Onana. Bonne nouvelle pour les étudiants en informatique au Cameroun. Ils pourront à partir de novembre prochain bénéficier d'une formation délocalisée en master dans la spécialité sécurité des systèmes numériques. C'est une convention de partenariat qui permet à l'ESIREM Dijon de pouvoir recruter 2 à 3 élèves tous les ans. Et la deuxième convention, c'est une convention pour la délocalisation d'un master en informatique. Les promotions seront très réduites. Un échantillon de 40 étudiants bénéficiera de l'expertise française. C'est une formation qui va être donnée majoritairement par des enseignants de l'Université de Bourgogne. Il y en aura plus précisément 10 pour l'année académique 2018-2019. D'autres enseignants venus d'Afrique et ayant au moins un doctorat en informatique feront également partie du corps professoral. Le Camerounais Albert Dipanda, qui représentait les ISIREM de Dijon, est le seul Africain directeur d'une école nationale d'ingénieurs en France. Et dans ce même domaine de la formation, l'association des anciens élèves du lycée de Belabo dans la région de l'Est était récemment au chevet de leur établissement avec un don de matériel de réfection des bâtiments. Il s'agit pour eux de redorer le blason de leur lycée en perte de vitesse. Georges Alain et Ango étaient à Belabo. Une cérémonie couplée que celle qu'a animée l'honorable Elise Poko-Sindoumbé, députée de Vouri-Est, 25 mai 2018 au lycée bilingue de Bepanda.
Celle-ci rentrait dans le cadre de la réhabilitation de la salle multimédia du dit lycée et de la salle informatique de l'ENIEJ bilingue de Douala. Aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays qui a axé son économie sur les nouvelles technologies de l'information. Il est normal que nos enfants puissent bénéficier de cet outil pour s'ouvrir dans le monde. Et je voudrais aussi ici remercier les personnes qui m'ont accompagné pour avoir cette connexion Internet, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans s'ouvrir dans le monde par l'outil Internet. L'autorité locale lui en sait gré quand on sait que le chef de l'État est engagé à la modernisation du système éducatif camerounais par son arrimage aux nouvelles technologies de l'information et la communication. On attend que nos élèves fassent bon usage de tout ce que nous avons reçu. Nous sommes là pour les accompagner parce qu'avec les nouvelles technologies, comme tout va très vite, nous espérons qu'ils suivront le move et puis le reste va aller. Pour l'ENIEJ, il s'agit d'une grande première qui permettra aux futurs enseignants de descendre sur le terrain bien armés dans le domaine des TIC. Les élèves, unis plus que jamais, comme les différentes pièces d'un ordinateur, ont su apprécier l'inauguration de ces structures à travers une plaque commémorative qui témoignera pour l'éternité. C'était plutôt l'activité sur le terrain de Madame le député de la circonscription du Vouri-Est, Élise Pokosi Ndoumbe, qui est allée offrir du matériel informatique à l'ENIEJ bilingue et au lycée bilingue de Bépanda. Nous repartons maintenant dans la région de l'Est avec l'association des anciens élèves du lycée de Bélabo. Au chevet de leur établissement, ils sont allés faire un don de matériel de réfection des bâtiments pour donner une nouvelle vie à cet établissement. Georges Alain Yango, c'est maintenant. Pour repeindre le tableau des origines du Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture va à la rencontre du Cameroun profond. Un déplacement qui n'a pas de prix, surtout lorsqu'il faut repérer et sauvegarder l'histoire et le patrimoine du peuple camerounais. Alors, notre patrie est bâtie sur les fondations de sa diversité culturelle. Cette diversité culturelle plonge ses racines dans un passé glorieux, celui fait construit par nos ancêtres et qui nous ont légué un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Cet inventaire général du patrimoine culturel national a été lancé en 2016. Jusqu'ici, 5 régions ont été passées au peigne fin, notamment le sud, le littoral, le nord-ouest, le centre et l'ouest. En 2013, le ministère des Arts et de la Culture a signé une convention de partenariat avec les chefs traditionnels pour les impliquer dans cette vaste campagne. De la tradition à l'administration, c'est un gardien conscient de cette lourde mission qu'il s'exprime. On essaie un peu de sensibiliser davantage les communautés, on essaie un peu de sensibiliser les populations. Nous allons vers les collectivités territoriales pour qu'elles puissent ensemble avec nous essayer un peu de protéger ces sites. Après l'Est et la Damawa, le Nord, le Sud-Ouest et l'Extrême Nord vont aussi être évalués. Coïncidence ou non, cette rencontre se tient le jour de la Journée internationale des monuments et des sites, placée sous le thème « L'héritage pour les générations ». La gratitude du sénateur Jean-Marie Pongmoni, nommé par le chef de l'État pour un second mandat. La magnanimité présidentielle était saluée par les populations de la Haute-Sanaga au cours d'un culte d'action de grâce célébré à Nanga et Boko. Le reportage François Bakary de CRTV Centre. Au centre de la célébration, Jean-Marie Pongmoni, le Vénérable, reconduit comme sénateur pour un second mandat. La décision du chef de l'État se fait avec la base militante. Le geste que le frère venait de faire, c'est un geste très important, un geste qui réjouit vraiment toute la population de Nanga en particulier et en général celle de la Haute-Sanaga Nord. Le célébrant du culte a insisté sur l'exigence de savoir dire merci à Dieu, car ce n'est pas souvent par nos forces ou par la magie que les uns et les autres sont élevés. C'est Dieu qui est au centre de tous. Lorsque Dieu nous confie une mission, nous devons nous confier à lui et celui qui nous donnera la sagesse, l'intelligence. Et c'est ce que nous avons donné comme message au sénateur Jean-Marie Pongmoni, qui doit mettre son action
à l'actif de notre Seigneur. À travers ce culte d'action de grâce, le sénateur a voulu communier avec les siens et recueillir leur onction et celle du Très-Haut pour la bonne conduite de sa deuxième mandature. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est le Seigneur qui est derrière. Et en ce qui concerne le Parlement, c'est le président de la République. Il fallait donc lui dire merci et lui rendre tous les hommages et tous les remerciements par rapport à cette action. L'espoir partagé est que le Seigneur exauce les vœux des officiants et que la deuxième mandature de Jean-Marie Pomoni soit aussi couronnée de succès comme la première. Toujours dans le centre, les chantiers des nouvelles infrastructures de la commune de Ndikinimeki avancent à un bon rythme. L'évaluation a été faite récemment par les autorités administratives du département du Mbam et Inubu. Le reportage Michel Renaud, Oanja. À Ndikinimeki, le bien-être des populations fait partie des priorités que s'est fixé l'exécutif municipal. La création des pôles de développement ainsi que la réhabilitation des pistes de ce grand bassin de production le confirment. Nous sommes vraiment heureuses comme le maire nous a arrangé la route parce qu'au départ on souffrait. Le compte administratif et de gestion pour l'exercice 2017 chiffré à près de 850 millions et approuvé par l'ensemble des conseillers municipaux illustre la clarté de la tenue des documents comptables dans la poursuite des projets. J'ai eu à visiter les réalisations récentes de cette commune qui sont impressionnantes. Les routes qui sont ouvertes, les ponts qui sont construits, et cela participe justement du développement local. Donc j'ai été élu par une population qui compte sur moi et je suis ouvrier à leur service. Ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité et je réponds quand c'est possible. La cérémonie d'installation des membres de la brigade de lutte contre le désordre urbain en marge du conseil traduit l'engagement des citoyens à faire d'Ndikinimeki une localité où il fait bon vivre. L'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, mobilisée pour assainir le secteur des télécommunications au Cameroun. L'ART tient une réunion informelle des régulateurs d'Afrique centrale. L'ouverture de l'ART tient une réunion informelle des régulateurs d'Afrique centrale. L'ouverture de cette rencontre ce mercredi à Yaoundé dans ce compte-rendu de Pauline Yolande Beyene. Ces assises sont présidées par le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications afin de poser les jalons de l'Assemblée du mois d'août. La réunion d'aujourd'hui avait pour but de relancer les activités de la TAC, c'est-à-dire l'association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique centrale. Et nous pouvons saluer, n'est-ce pas, la volonté et l'engouement des uns et des autres pour la relance de cette activité-là. Les régulateurs venus du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs projets, ceci sous l'œil bienveillant de l'Union africaine des télécommunications et de l'Union internationale des télécommunications. Il est d'usage, avant qu'on ait une plénière, d'avoir une réunion informelle des chefs des délégations des pays afin de s'accorder sur l'ordre du jour de la plénière et régler les petits problèmes. L'UIT est le régulateur des régulateurs. Nous avons encouragé donc l'ARTAC à essayer de vérifier leur mode de fonctionnement. Si ce sont des blocages qui sont dus à des contributions financières, il faut trouver des modes de fonctionnement plus légers. Comme toute organisation, l'ARTAC a été mise sur pied pour mutualiser les efforts des différents États membres. Nous avons voulu nous rencontrer en marge de la conférence qui se tient en ce moment sur l'économie numérique pour essayer de jeter les bases pour relancer un peu les activités de notre Assemblée qui sont un peu en berne en ce moment. C'est l'objectif de cette rencontre quelque peu informelle de ce jour. Rendez-vous a été donné en août 2018 en Guinée équatoriale pour le renforcement et l'application des dites résolutions. Notons que l'ART a pour mission principale de contrôler et de suivre les activités des opérateurs et même des fournisseurs des services de communication électronique.
Je vous l'annonçais à l'ouverture de ce journal, le tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse vient de laver le colonel Ahmad Kalkaba Malboum de tout soupçon dans l'affaire qui l'opposait à l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. La décision du TAS rendue publique hier mardi annule la suspension de toute activité olympique qui pesait sur le Camerounais. Les premières réactions du président du comité national olympique et sportif du Cameroun sur cette victoire, c'est dans un instant. Mais d'abord, le rappel de cette affaire avec Jean Cyriac Bessé. Voici la décision du tribunal arbitral du sport qui rétablit le colonel Ahmad Kalkaba Malboum dans son honneur. Le verdict, rendu le 25 mai 2018, annule les sanctions prises par le comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Le TAS précise que le colonel Kalkaba n'a commis aucun méfait et demande par conséquent à l'ACNOA de se conformer à la résolution prise lors de son Assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2017, selon laquelle une nouvelle élection au poste de président ouverte à tous les candidats devra se dérouler conformément au statut de l'ACNOA. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut remonter au mois de mai 2017. Le colonel Kalkaba Malboum est alors candidat au poste de président de l'ACNOA. Quelques heures avant le scrutin, sa candidature est annulée. Le Camerounais est accusé de violation du code éthique de l'ACNOA. Dans le détail, il se serait servi des ressources financières de l'État du Cameroun pour battre sa campagne, ce qui est interdit. Son adversaire, l'Ivoirien Lansana Palinfo, est élu par acclamation. Dans la foulée, le 6 mai 2017, le comité exécutif de l'ACNOA suspend le candidat recalé de toute activité olympique en Afrique. Le colonel Kalkaba saisit le TAS. Après plusieurs mois d'attente, le dénouement est heureux. Tout est désormais à refaire à l'ACNOA. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Adèle. Vous êtes ce soir un homme soulagé, peut-on le dire ainsi? D'abord, je voudrais dire que j'accueille la décision du TAS avec beaucoup d'humilité. Et comme vous le dites, je suis un homme soulagé. Mais j'ai affronté cette épreuve avec l'esprit olympien. Parce que pour arriver au podium, un athlète doit souffrir physiquement, il doit aussi souffrir moralement. Et autour de lui, il crée l'anxiété pour ceux qui croient en lui. Et c'est ce que j'ai vécu pendant 1 an. Mais aujourd'hui, c'est un dénouement très heureux pour moi. Et j'apprécie que la justice ait pu être rétablie. Quels arguments, à votre avis, ont pesé à votre faveur, en votre faveur, au TAS? Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai dit le premier juge, c'est ma conscience. Et en allant à cette élection, je n'avais pas la conscience trouble. Et je connais les règles. Mais la conscience ne pèse pas lourd devant un tribunal? Non, colonel. j'ai dit que d'abord, je suis allé au tribunal sachant que j'avais les chances d'atteindre la vérité. D'accord. Parce que ma conscience ne me reprochait rien. Donc, le fait, par exemple, d'avoir été soutenu par mon gouvernement, ça n'a jamais été interdit. Autrement, la CAN que nous allons organiser, c'est le gouvernement qui construit toutes les installations sportives. Le président de la Confédération africaine de football ne peut pas dire qu'on ne peut pas soutenir le sport au niveau du pays par les autorités publiques. Et ce mot grave, la corruption. Et je n'ai corrompu personne, justement. Parce que si j'avais corrompu quelqu'un, la décision n'aurait pas été celle qui a été issue de notre débat au niveau du tribunal le 13 avril. Et dans cette décision, il est clairement mentionné que le fait de corruption n'a pas existé et que le fait que le gouvernement ait soutenu son citoyen dans une compétition n'est pas répréhensible. Et donc, moi, je pense que nous avons été rétablis dans notre dignité, dans notre honneur. Également la victoire quand je dis nous, ce n'est pas Kalkaba l'individu, mais aussi le Cameroun qui m'a soutenu. Le gouvernement, le Cameroun, l'ensemble du mouvement sportif camerounais. Quels échos vous parviennent de ces différents segments, Monsieur le Président? Bon, d'abord, je voudrais dire sincèrement ici que depuis que j'ai été éliminé de cette compétition à Djibouti, le mouvement olympique camerounais m'a totalement soutenu. Les instances qui dirigent ce mouvement, le bureau exécutif, le conseil d'administration,
ils ont pris cause et effet pour mon intégrité morale parce que c'est connu, je n'arrive pas dans le sport aujourd'hui. Et au niveau de tout le mouvement dans son ensemble, on n'a pas eu de divergence de vues et d'éclat de voix sur mon intégrité morale. Donc je voudrais remercier le mouvement olympique camerounais qui m'a soutenu pendant cette période-là. Alors qu'allez-vous faire de cette victoire, Monsieur le Président du CNOC? Maintenant que l'ACNOA confirme d'ailleurs la réorganisation de l'élection à la présidence, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous Pour le moment, je voudrais d'abord me réjouir de cette décision et je voudrais prendre du temps de pouvoir la digérer. Mais je tiens ici à mentionner une chose. J'ai été soutenu par le président de la République, alors même qu'autour, peut-être on pensait que ce n'était plus la peine de continuer à croire en ma personne. C'est donc une victoire du chef de l'État. Et il l'a fait dans les mêmes conditions que notre participation en 1990 en Italie, quand nous participions à la Coupe du Monde et nous affrontions le champion du monde sortant, l'Argentine. Et plus proche de nous, dans un contexte plus politique, il avait choisi la voie du droit pour résoudre le problème de Bakassi. Et là aussi, le droit a triomphé et il y a cru. Il a ordonné à son gouvernement, il a instruit à son gouvernement de me soutenir dans mon procès à Lausanne. Donc je crois qu'il faut d'abord remettre cette victoire à ceux qui ont soutenu sa venue. Et ensuite, après, on verra ce qui pourra être décidé au moment de l'élection prochaine. Mais immédiatement, et on ne peut pas ne pas en parler, et c'est également là pour reconnaître le parrainage accordé, le haut parrainage accordé par le président de la République à cette 10e Dixiade qui s'annonce à Bafoussam. Dans l'immédiat donc, c'est également là un chantier ouvert. Là également, c'est une confiance dont nous apprécions la portée. C'est une très grande confiance. Parce qu'il s'agit en réalité pas d'un événement anodin. Rassembler toute la jeunesse sportive, les meilleurs de toutes nos régions dans une ville, c'est important pour le brassage. Bafoussam, en l'occurrence. À Bafoussam, c'est important pour le brassage de cette jeunesse-là. Nous avons 10 régions avec cette diversité de cultures et le moment présent l'encourage du reste, le vivre ensemble. On doit le construire. Et moi, j'ai connu Douala, Nkonsamba, Yaoundé grâce au sport, parce que j'étais dans l'équipe de la province du Nord de l'époque, dans le cadre des Jeux aussi qui existaient. Donc je pense que c'est d'abord un événement social très important. Et ensuite, dans cet événement, nous allons identifier ce qui représenterait le mieux le Cameroun dans les compétitions à venir sur le plan international. Donc je pense que si le président de la République a associé son image à cet événement, fédérateur de la jeunesse. Qui s'ouvre quand exactement? Rappelez les dates, les enjeux, qui s'ouvre à déjà été dit. Le 15 décembre 2018. Mais avant le 15 décembre, il y a d'autres activités sociales qui vont se faire, notamment une foire économique, parce que le sport est articulé autour d'un certain nombre d'activités. Il y a le sport lui-même, au centre de l'affaire, il y a la culture, il y a l'économie, il y a le tourisme, l'environnement. On aura le temps d'en parler. On ouvrait simplement cette brèche pour saluer également ce haut parrainage du chef de l'État qui vous soutient donc également dans cette voie des Dixiades, le 10e anniversaire d'ailleurs des Dixiades. Je dirais que la famille olympique du Cameroun, le mouvement sportif camerounais est très reconnaissant au chef de l'État pour cette marque d'attention parce qu'on n'associe pas un nom aussi prestigieux à n'importe quelle activité. Je vous remercie au nom de la rédaction, Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, et bravo pour cette belle victoire. Mais la CRTV, vous restez avec nous pour cette note triste. Le sport à la CRTV, un peu triste ce soir. Richard Besson, un ancien caméraman du service des sports de la CRTV télé, à la retraite depuis 2014, est décédé ce mercredi des suites de maladies. On se souvient, Richard Besson était parmi les meilleurs, monsieur le colonel, à couvrir plusieurs grandes compétitions sportives dans les années 90, dans les années 80 même, un peu plus tôt.
C'est la fin de ce 20h30. Nous allons certainement rappeler ces télégrammes avant de nous quitter. Des télégrammes d'abord pour ceux adressés à Monsieur le Président de la République, des télégrammes de félicitations. Le premier nous vient de la Fédération de Russie, le président Vladimir Poutine, qui écrit à son homologue Paul Biya. Monsieur le Président, acceptez les félicitations sincères à l'occasion de la fête nationale de votre pays, la journée de la proclamation de l'État unitaire. Je suis sûr que les relations d'amitié et de coopération existantes traditionnellement entre la Russie et le Cameroun continueront à se développer au bénéfice de nos peuples, au service du renforcement de la stabilité sur le continent africain. Je vous souhaite, Monsieur le Président, une bonne santé ainsi que le succès et à tous les citoyens camerounais, la paix et la prospérité. Respectueusement, c'est donc signé Vladimir Poutine. Cet autre télégramme officiel qui est adressé également au président de la République, Paul Biya. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration le 20 mai de la fête nationale de votre beau pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence au nom du peuple et du gouvernement centrafricain ainsi qu'aux miens propres, mes vives et chaleureuses félicitations, puissent les excellentes relations de fraternité et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays se consolider et se raffermir davantage pour un dynamisme plus accru à la satisfaction réciproque de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération. C'est signé donc par le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État en République centrafricaine. Ce télégramme du président de la République maintenant qui écrit à son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda à Kampala. Son Excellence Paul Biya écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance avec émotion du lourd bilan humain de l'accident de la route survenu dans le district de Kiryandongo au nord de l'Ouganda. Je vous adresse en cette dramatique circonstance ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation ougandaise endeuillée mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé donc du président Paul Biya. Voilà des courriers présidentiels qui mettent un terme à cette édition. Pour l'essentiel à retenir, c'est l'implication des chefs traditionnels dans la vie politique nationale. À travers les 10 régions, ils appellent à la paix, à l'unité et à un soutien massif derrière le chef de l'État. L'implication également des éditeurs de presse du Cameroun pour sauver le secteur en crise. Le mémorandum de la Fédération au gouvernement était évalué dans ce journal comme un document précieux. Dans ce sens, l'implication également du tribunal arbitral du sport dans la crise de l'olympisme africain, le TAS qui tranche en faveur de Ahmad Kalkaba Malboum. Nous avions sur le plateau le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Florence Ngouangele. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal l'intégralité du point de presse donné par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyébé, à ici. Vous pouvez revoir ce journal et d'autres éditions d'informations de CRTV News sur notre site à l'adresse www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Ancêtres et qui nous ont légué un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Cet inventaire général du patrimoine culturel national a été lancé en 2016. Jusqu'ici, 5 régions ont été passées au peigne fin, notamment le sud, le littoral, le nord-ouest, le centre et l'ouest.
En 2013, le ministère des Arts et de la Culture a signé une convention de partenariat avec les chefs traditionnels pour les impliquer dans cette vaste campagne. De la tradition à l'administration, c'est un gardien conscient de cette lourde mission qu'il s'exprime. On essaie un peu de sensibiliser davantage les communautés, on essaie de sensibiliser les populations. Nous allons vers les collectivités territoriales pour qu'elles puissent ensemble avec nous essayer un peu de protéger ces sites. Après l'Est et la Damawa, le Nord, le Sud-Ouest et l'Extrême Nord vont aussi être évalués. Coïncidence ou non, cette rencontre se tient le jour de la Journée internationale des monuments et des sites, placée sous le thème « L'héritage pour les générations ». La gratitude du sénateur Jean-Marie Pongmoni, nommé par le chef de l'État pour un second mandat. La magnanimité présidentielle était saluée par les populations de la Haute-Sanaga au cours d'un culte d'action de grâce célébré à Nanga et Boko. Le reportage François Bakary de CRTV Centre. Au centre de la célébration, Jean-Marie Pongmoni, le Vénérable, reconduit comme sénateur pour un second mandat. La décision du chef de l'État se fait avec la base militante. Le geste que le frère venait de faire, c'est un geste très important, un geste qui réjouit vraiment toute la population de Nanga en particulier et en général celle de la Haute-Sanaga Nord. Le célébrant du culte a insisté sur l'exigence de savoir dire merci à Dieu, car ce n'est pas souvent par nos forces ou par la magie que les uns et les autres sont élevés. C'est Dieu qui est au centre de tous. Lorsque Dieu nous confie une mission, nous devons nous confier à lui et celui qui nous donnera la sagesse, l'intelligence. Et c'est ce que nous avons donné comme message au sénateur Jean-Marie Pongmoni, qui doit mettre son action à l'actif de notre Seigneur. À travers ce culte d'action de grâce, le sénateur a voulu communier avec les siens et recueillir leur onction et celle du Très-Haut pour la bonne conduite de sa deuxième mandature. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est le Seigneur qui est derrière. Et en ce qui concerne le Parlement, c'est le président de la République. Il fallait donc lui dire merci et lui rendre tous les hommages et tous les remerciements par rapport à cette action. L'espoir partagé est que le Seigneur exauce les vœux des officiants et que la deuxième mandature de Jean-Marie Pongmoni soit aussi couronnée de succès comme la première. Toujours dans le centre, les chantiers des nouvelles infrastructures de la commune de Ndikinimeki avancent à un bon rythme. L'évaluation a été faite récemment par les autorités administratives du département du Mbam et Inubu. Le reportage Michel Renaud, Oanja. À Ndikinimeki, le bien-être des populations fait partie des priorités que s'est fixé l'exécutif municipal. La création des pôles de développement ainsi que la réhabilitation des pistes de ce grand bassin de production le confirment. Nous sommes vraiment heureuses comme le maire nous a arrangé la route parce qu'au départ on souffrait. Le compte administratif et de gestion pour l'exercice 2017, chiffré à près de 850 millions et approuvé par l'ensemble des conseillers municipaux, illustre la clarté de la tenue des documents comptables dans la poursuite des projets. J'ai eu à visiter les réalisations récentes de cette commune qui sont impressionnantes. Les routes qui sont ouvertes, les ponts qui sont construits, et cela participe justement du développement local. Donc j'ai été élu par une population qui compte sur moi et je suis ouvrier à leur service. Ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité et je réponds quand c'est possible. La cérémonie d'installation des membres de la brigade de lutte contre le désordre urbain en marge du conseil traduit l'engagement des citoyens à faire d'Ndikinimeki une localité où il fait bon vivre. L'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, mobilisée pour assainir le secteur des télécommunications au Cameroun. L'ART tient une réunion informelle des régulateurs d'Afrique centrale. L'ouverture de tient une réunion informelle des régulateurs d'Afrique centrale. L'ouverture de cette rencontre ce mercredi à Yaoundé dans ce compte-rendu de Pauline Yolande Beyené. Ces assises sont présidées par le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications afin de poser les jalons de l'Assemblée du mois d'août. La réunion d'aujourd'hui avait pour but de relancer les activités de la TAC, c'est-à-dire l'association des régulateurs
de télécommunications de l'Afrique centrale. Et nous pouvons saluer, n'est-ce pas, la volonté et l'engouement des uns et des autres pour la relance de cette activité-là. Les régulateurs venus du Gabon, de la République centrafricaine, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 30 mai 2018, voici la une du journal. L'implication des chefs traditionnels dans la vie politique nationale à travers les 10 régions, ils appellent à la paix, à l'unité et à un soutien massif derrière le chef de l'État. Décryptage en tête de ce 20h30, le rédacteur en chef Aimé Robert Bina sera sur ce plateau. L'implication des éditeurs de presse du Cameroun pour sauver le secteur en crise. Le mémorandum de la fédération au gouvernement sera évalué dans la grande enquête de la rédaction. L'implication du tribunal arbitral du sport dans la crise de l'olympisme africain qui vient trancher en faveur de Kalkaba Malboum. Première réaction du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il sera sur ce plateau vers la fin du journal. Voilà pour les titres. C'est l'un des signes de la vivacité de la décentralisation en marche au Cameroun, l'implication de plus en plus accrue des chefferies traditionnelles dans la vie nationale. On les entend appeler à la paix et à l'unité au sujet de la crise dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi à travers leur prise de position pour un autre septennat du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Avant d'accueillir le rédacteur en chef Aimé Robert Bina sur le plateau, Séverin Alégambélé décrypte d'abord le sens de ces déclarations des chefs traditionnels. La mise à jour du fichier en cours au ministère de l'administration territoriale indique qu'au Cameroun, il y a 13 536 chefferies traditionnelles. Des entités qui ne sont ni des circonscriptions administratives, ni des collectivités territoriales décentralisées, mais des entités jouant le rôle de relais de l'administration centrale auprès des populations. Les chefs traditionnels, ces derniers mois, prennent position sur les sujets d'actualité qui animent la vie de la nation. Sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par exemple, dans les différentes assemblées, les points de vue sont assez clairs. Nous, les chefs traditionnels du nord-ouest, on a renvoyé le ministre de l'administration territoriale pour dire au chef de l'État qu'on n'est pas pour les sécessionnistes. On n'est pas là. Nous veillons à ce que tout Camerounais puisse se sentir Camerounais partout. Au plan politique, au regard de l'évolution institutionnelle dans notre pays, les notabilités traditionnelles élues par leur père devront, le moment venu, siéger au sein des conseils régionaux. Il n'est donc pas surprenant de voir s'organiser des marches de soutien, d'entendre des appels venant du commandement traditionnel indiquant clairement le sens du choix. Les autorités traditionnelles Sawa invitant le chef de l'État, M. Paul Biya, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, elles exhortent ce dernier, leur fils adoptif, à engager courageusement des actions nécessaires en vue de s'assurer une réélection triomphale. Il nous revient, à nous les chefs traditionnels, de se mettre debout pour être aux côtés du chef de l'État. Les chefs traditionnels ne se contentent pas d'appeler le président Paul Biya à se porter candidat à la magistrature suprême. Ils évoquent en amont des arguments de droit. Nous vivons en paix. D'autres pays voisins sont dans des perturbations. Tout ce qui se passe, il remet à la loi. Nous n'avons qu'une parole. Quand on l'a donnée, on ne la retire pas. Ça amène les chefs traditionnels à mobiliser davantage leur population pour des inscriptions sur les listes électorales, aller voter pour le président Paul Biya pour qu'il poursuive son travail. L'effet multiplicateur des opinions des chefs traditionnels n'est pas à négliger. Comme bien d'autres catégories sociales, le chef traditionnel a une voix qui compte. Bonsoir Aimé Robert Bina. Bonsoir Adèle. Alors, quelle lecture faut-il faire de ces déclarations de soutien indéfectible au président de la République par les dignitaires traditionnels à travers les 10 régions du Cameroun?
Mais je crois, dès avant de répondre directement à votre question, il est bon de faire d'abord un devoir de mémoire par une petite leçon d'histoire. C'est important. Car il faut rappeler que c'est avec des dignités traditionnelles que nous devons la création juridique et la reconnaissance internationale du Cameroun par le biais du traité Germano-Douala du 12 juin 1884. Et très vite, les chefs Douala vont se brouiller avec leurs protecteurs allemands lorsque l'appétit pour les terres camerounaises se fera exorbitant. Rudolf Douala Mangabel s'oppose donc frontalement à l'expropriation des populations. Cette bravade lui vaut une condamnation à mort par pendaison le 9 août 1914. Douala Mangabel se pose ainsi comme l'un des premiers nationalistes camerounais. Comme lui, d'autres chefs traditionnels auront défié la puissance coloniale. Il en est ainsi du stratège Ngba Bissogo qui se rebelle à Yaoundé contre les travaux forcés, ou encore le leader Mbartois qui inflige à une colonne allemande une défaite mémorable à Bertois à l'orée des années 1900. On peut aussi évoquer la résistance du sultan des Mandara à l'occupation occidentale. 2 décennies plus tard, c'est le 18e. Satisfait du déroulement des épreuves de la première journée du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et de l'attitude des candidats déplacés, fait cette annonce. À la rentrée prochaine, avec la paix retrouvée, le lycée de Limani et le lycée de Kerewa vont réouvrir leurs portes. Il est donc important que nous prenions des mesures pour réfectionner les salles de classe qui avaient été abandonnées pendant 3 ans et avaient subi quelques dégâts. Ce mercredi, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal met le cap sur Koza dans l'Omaï Tchanaga pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les candidats déplacés des lycées de Mozogo et Douzal affrontent aussi les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. L'IAI s'ouvre de nouveaux horizons. L'Institut africain d'informatique et l'École supérieure d'ingénieurs de Dijon en France viennent de signer un accord de partenariat. C'était lundi dernier ici à Yaoundé. Et selon les termes du document, un master en sécurité des systèmes numériques pour les filières télécom et systèmes des réseaux sera ouvert à Yaoundé dès le mois de novembre prochain. Le compte rendu, Laetitia Onana. Bonne nouvelle pour les étudiants en informatique au Cameroun. Ils pourront à partir de novembre prochain bénéficier d'une formation délocalisée en master dans la spécialité sécurité des systèmes numériques. C'est une convention de partenariat qui permet à l'ESIREM Dijon de pouvoir recruter 2 à 3 élèves tous les ans. Et la deuxième convention, c'est une convention pour la délocalisation d'un master en informatique. Les promotions seront très réduites. Un échantillon de 40 étudiants bénéficiera de l'expertise française. C'est une formation qui va être donnée majoritairement par des enseignants de l'Université de Bourgogne. Il y en aura plus précisément 10 pour l'année académique 2018-2019. D'autres enseignants venus d'Afrique et ayant au moins un doctorat en informatique feront également partie du corps professoral. Le Camerounais Albert Dipanda, qui représentait les ISIREM de Dijon, est le seul Africain directeur d'une école nationale d'ingénieurs en France. Et dans ce même domaine de la formation, l'association des anciens élèves du lycée de Belabo dans la région de l'Est était récemment au chevet de leur établissement avec un don de matériel de réfection des bâtiments. Il s'agit pour eux de redorer le blason de leur lycée en perte de vitesse. Georges Alain et Ango étaient à Belabo. Une cérémonie couplée que celle qu'a animée l'honorable Elise Poko-Sindoumbé, députée de Vouri-Est, 25 mai 2018 au lycée bilingue de Bepanda. Celle-ci rentrait dans le cadre de la réhabilitation de la salle multimédia du dit lycée et de la salle informatique de l'ENIEJ bilingue de Douala. Aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays qui a axé son économie sur les nouvelles technologies de l'information. Il est normal que nos enfants puissent bénéficier de cet outil pour s'ouvrir dans le monde. Et je voudrais aussi ici remercier les personnes qui m'ont accompagné pour avoir cette connexion Internet, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans s'ouvrir dans le monde par l'outil Internet. L'autorité locale lui en sait gré quand on sait que le chef de l'État est engagé à la modernisation du système éducatif camerounais par son arrimage aux nouvelles technologies de l'information et la communication.
On attend que nos élèves fassent bon usage de tout ce que nous avons reçu. Nous sommes là pour les accompagner parce qu'avec les nouvelles technologies, comme tout va très vite, nous espérons qu'ils suivront le MOVE et puis le reste va aller. Pour les Nièges, il s'agit d'une grande première qui permettra aux futurs enseignants de descendre sur le terrain bien armés dans le domaine des TIC. Les élèves, unis plus que jamais, comme les différentes pièces d'un ordinateur, ont su apprécier l'inauguration de ces structures à travers une plaque commémorative qui témoignera pour l'éternité. C'était plutôt l'activité sur le terrain de Madame le député de la circonscription du Wouri-Est, Élise Pokosi Ndoumbe, qui est allée offrir du matériel informatique à l'Eniège bilingue et au lycée bilingue de Bepanda. Nous repartons maintenant dans la région de l'Est avec l'association des anciens élèves du lycée de Belabo. Au chevet de leur établissement, ils sont allés faire un don de matériel de réfection des bâtiments pour redonner une nouvelle vie à cet établissement. Georges Alain Yango, c'est maintenant. Pour repeindre le tableau des origines du Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture va à la rencontre du Cameroun profond. Un déplacement qui n'a pas de prix, surtout lorsqu'il faut repérer et sauvegarder l'histoire et le patrimoine du peuple camerounais. Alors, notre patrie est bâtie sur les fondations de sa diversité culturelle. Cette diversité culturelle plonge ses racines dans un passé glorieux, celui fait construit par nos rois de la dynastie des Bamoun qui refuse la dépossession du pouvoir traditionnel organisé par le lieutenant français Presta qui dirige alors la subdivision administrative de Fumban, le sultan Ibrahima Ndjea qui refuse de se soumettre et finalement destitué et contraint à l'exil à Yaoundé par le commissaire Marc Chang le 5 avril 1931. Le grand-père de l'actuel sultan meurt à Yaoundé le 30 mai 1933 à 66 ans sans avoir rien cédé à ses oppresseurs. Adèle, on le voit à travers ces destins exceptionnels qui montrent et démontrent que les dignitaires traditionnels ont les premiers revêtu le manteau de nationalistes camerounais, bien avant l'émergence des figures politiques, Ruben Umeyobe, Amadou Ahidjo, John Goufontia, Enes Wandje ou encore André Marimbida. C'est dire que dans cette tradition qui se perpétue de génération en génération, depuis plus d'un siècle, il faut s'arrêter devant la prise de position des chefs traditionnels qui font donc tous chorus pour l'unité du Cameroun. Il faut entendre leur majesté qui apporte leur soutien sans faille au chef des chefs, au fond des fonds, le Nomgui Paul Biya. De ce rappel historique, Aimé Robert Biyina, à l'actualité, que valent donc ces prises de position des chefs traditionnels aujourd'hui? Peut-on les prendre au pied de la lettre? Cette prise de position ont tout leur sens et leur puissance, car encore une fois, la tentation est grande de faire comme les autres, de céder à toutes les sirènes hurlantes de la mondialisation, où tout n'est pourtant pas bon à prendre, où il convient de s'asseoir au banquet du donner et du recevoir en conservant son ADN, car à force de tout copier, notre patrimoine tend à se vider, à s'épuiser, à s'étioler, au risque de se retrouver dans une société improvisé pour parler comme Balandi. Alors dans ce contexte où nous recherchons le fil de notre identité collective et narrative, il est temps de réhabiliter nos traditions, d'écouter les gardiens de nos traditions, d'articuler dans la construction nationale en nous réconciliant avec les richesses culturelles et traditionnelles, avec les faunes, avec les lamibés, avec toutes les dignités traditionnelles. Écoutons donc nos chefs, Adèle, dans ces quêtes de camerounité dans l'unité. Derrière le Nomgui. Absolument. Merci, Aimé Robert Biyina. Ouvrons donc dans votre suite la grande enquête de la rédaction, coup de projecteur ce soir, sur le mémorandum adressé au gouvernement par la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun. Les acteurs de ce secteur de la presse écrite en crise proposent la création d'un compte d'affectation spéciale et puis l'adoption d'une loi pour l'aide publique à la presse privée. Comme des solutions de sortie de crise, que valent ces propositions? Seront-elles à même de sauver la presse écrite aujourd'hui? Éclairage dans cette enquête que signe Lucrèce Modou-Ndjemba. Face au naufrage de la presse écrite, les éditeurs font la course vers les bouées de sauvetage. Elles tiennent principalement à une meilleure répartition de la commande publique dans les tabloïds.
Je vais prendre l'exemple du ministère des marchés publics, là où il y a une manne d'1 demi-milliard à dépenser pour la publication des appels d'offres, mais qui bénéficie à un seul quotidien camerounais. Il est important que l'ensemble de la commande publique dans les médias ne soit plus faite comme ça. Le discours que nous avons ne devrait pas nous pénaliser. Sauf que les annonceurs publics et privés tiennent compte des postures éditoriales. Une entreprise, surtout une entreprise publique, ne saurait faire abstraction du contenu éditorial. Il est hors de question qu'on appartienne à un bord et qu'on favorise jusqu'à donner le bâton à celui qui est contre ce bord. Et quand bien même cette commande publique est faite, c'est aux entreprises de presse d'en suivre le paiement. Il faut un suivi de la facture par des équipes qui sont mises en place, qui doivent se déployer auprès de ces administrations, suivre ces paiements. Et il faudrait que ces entreprises s'assurent qu'elles sont en bon terme sur le plan administratif, sur le plan fiscal. Viennent alors les questions liées au tirage et à la distribution. Il y a des éléments qui sont liés, donc, comme je le dis, à la qualité du produit. Il y a la capacité pour ces médias-là à atteindre effectivement les cibles qui sont visées. Il faut bien que le nombre de tirages soit intéressant. Plus il est grand, plus on est appelé à aller communiquer de ce côté-là. Où le bas blesse même à la fin, c'est un problème de distribution. On va même bien faire, mais qui va distribuer? Est-ce qu'on va suffisamment distribuer? Objet de querelle, le glas de l'adossement de l'aide à la presse privée au budget du ministère de la Communication devrait sonner. Il est souhaitable que l'appui aux médias privés ne soit plus un appendice du budget du ministère de la Communication, mais que ce soit voté à l'Assemblée nationale. Bien au fait des difficultés de la presse écrite au Cameroun, la tutelle fourmille elle aussi d'idées pour la viabiliser. En 2012, il y a des états généraux de la communication qui ont adressé toutes ces questions. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. C'est peut-être à ces conditions-là que la presse écrite pourrait sortir la tête de l'eau au Cameroun. Bonne nouvelle tout de même pour l'un des ténors de cette presse écrite camerounaise, le quotidien de l'économie qui avait annoncé le 16 mai dernier la mise en congé technique de la rédaction suite à des tensions de trésorerie sera de nouveau disponible en kiosque dès le prochain mois de juin. La saison des pluies se prolonge au Cameroun et les buses sur l'axe Yaoundé-Douala appellent la plus grande attention. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, évaluait ainsi le remplacement de certaines de ces buses sur le premier tronçon de cette nationale numéro 3. Retrouvons dans sa suite notre reporter Rodrigue Bertrand-Tchenou. De jouvence sur la route Yaoundé-Douala. Les bus, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, sont en train de prendre le chemin de la retraite. La relève ne sera plus en aluminium ou en fer, mais plutôt en béton armé, matériau constitutif des 18 dallos à construire sur la portion Yaoundé-Pont-Doupé, 106 km. Sur les 18 bus, nous avons déjà engagé 10 et il y en a 4 qui sont presque à achèvement. Les 6 autres sont en cours d'exécution. Le ministre des Travaux publics, flanqué du secrétaire d'État, est venu apprécier le chemin déjà parcouru. Belle opportunité pour les responsables des travaux de présenter les difficultés. Nous avons les riverains qui se sont installés sur l'emprise des travaux. La deuxième difficulté, nous avons la présence des réseaux, Camtel, Eneo, C2 et Colco. La troisième difficulté, elle est un peu financière, donc il y a des retards dans les paiements. La nationale numéro 3 étant un véritable nerf jugulaire pour l'économie nationale et sous-régionale, des mesures ont été prises pour ne pas perturber le trafic. Avant d'interrompre la circulation, nous avons d'abord la construction des déviations qui sont réceptionnées. Et lorsque nous interrompons dans la circulation, nous dirigeons le flux des véhicules sur la déviation. Par ces travaux, les pouvoirs publics tiennent une promesse, que ne se répète plus sur cet axe une coupure comme celle de novembre 2016 à Magnagne.
Sur les chantiers de la relance économique, le Cameroun et l'Union européenne tenaient ce mercredi, la 4e session de leur comité de pilotage sur les finances publiques. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Hans-Peter Schadek, ont ainsi supervisé ensemble l'élaboration du plan des réformes 2019-2021. Le compte-rendu des travaux, Marie-Laurence Sunke. Techniques et financiers, membres de la société civile, membres du gouvernement et secteur privé ont fixé un cadre de partenariat et ont échangé sur les différents chantiers de réforme des finances publiques engagés qui démarrent en 2019 et vont se poursuivre jusqu'en 2021. La transposition des directives dans le cadre juridique interne reste vraiment la réforme majeure qui va redynamiser l'ensemble du système de gestion des finances publiques. Les avant-projets de loi ont déjà été préparés. La CEMAC a donné l'avis de non-objection. L'optimisation de la gestion budgétaire, le compte unique du trésor, la modernisation du système de gestion de la trésorerie, la gestion de la solde et de la masse salariale, notamment la redynamisation du projet CIGPES 2. Toutes ces réformes doivent continuer à être impulsées. Déjà, les perspectives économiques pour l'exercice 2019 sont meilleures qu'en 2018, selon les déclarations du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Ces dernières permettent d'entrevoir un taux de croissance réel du produit intérieur brut d'environ 4,5%, un taux d'inflation de 2% et un déficit budgétaire de 3,2% du PIB. Ce qui permet au Cameroun de rester sur la trajectoire des objectifs de croissance et d'emploi définis dans le DSCE. Le point du baccalauréat général 2018, tout va pour le mieux à ce deuxième jour des épreuves écrites. Dans la région de l'extrême nord, le secrétaire d'État aux enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal était hier mardi à Mora dans le Mayo-Sava. Boniface Bayaola est allé évaluer l'effectivité du démarrage des épreuves. Le compte rendu, Bakary Galdima à Mora. C'est au lycée classique de Mora, l'un des sous-centres écrits du baccalauréat général dans le Mayo-Sava, que le top départ des épreuves a été donné. Concentration totale pour les 509 candidats qui sont repartis dans 12 salles de classe. Parmi eux, une quarantaine d'élèves déplacés des lycées de Limani, Kirawa et Kolofata qui composent dans le calme et la sérénité. Les épreuves se déroulent pour le moment bien. Ça n'a pas été difficile en tant que tel. L'épreuve de philosophie était abordable pour moi. Et je ne sais pas comment, j'attends ce que Dieu va faire. C'est dans cette ambiance empreinte de confiance en soi et d'espoir pour les candidats que le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal s'est rendu à Mora. Boniface Bayaoula.